Bienvenue à tous dans l'entonnoir du Bitcoin, l'émission hebdomadaire qui récapitule un peu l'actualité de la semaine sur Bitcoin et sur Twitter. Je suis accompagné comme d'habitude de Roxy, Découvre Bitcoin, de Lounès, de John et comme j'ai dit de Fanny, ce qui va arriver un petit peu en retard. Voilà, on connaît hein, les Grecs, voilà, ils aiment toujours arriver en retard, c'est pas grave. Cette semaine, on a trois sujets comme d'habitude. Le premier sujet, ça sera sur l'utilité des zero fees sur le Lightning Network. On va vous partager un petit peu les différents sujets juste au-dessus là en lien de tweet si vous pouvez faire ça. Le deuxième sujet, ça sera à propos de ce qui se passe un petit peu dans le monde, aux États-Unis et en France par rapport au Bitcoin et les différences entre les deux pays. Entre guillemets, pourquoi est-ce que la France est à la ramasse? Et le troisième sujet, ça sera le Proof of Reserve de Kraken. Je ne sais pas si vous connaissez, mais pour ceux qui connaissent, ça fait très longtemps qu'on attendait qu'un exchange le mette en place, et donc on va en discuter ensemble. Voilà, voilà. Du coup, bah, pour le premier sujet, je sais que c'est quelque chose que tu voulais aborder en particulier, John. Du coup, il y a ce phénomène sur le Lightning Network où il y a pas mal d'utilisateurs qui mettent l'ensemble de leurs fees à zéro. Alors soit parce que c'est une démarche où ils se disent voilà c'est pour aider le réseau etc. Je fais pas ça dans une démarche de faire du profit. Et il y a d'autres personnes qui se disent dans un premier temps ça pourra m'apporter plus de volume parce que forcément je suis moins cher que entre guillemets les compétiteurs et donc ils mettent leurs fees à zéro. Et donc, John, tu avais envie d'aborder ce sujet pour savoir si finalement, bah, est-ce que c'est une fausse bonne idée? Donc, je te laisse la parole en premier. Voilà, c'est bon pour moi. Ouais, donc du coup, alors je sais pas si c'est vraiment un phénomène sur Lightning. Je crois pas du tout. Parce qu'en plus c'est un peu contre-intuitif. Je sais qu'il y a un compte qui s'appelle Zero Fee Routing qui avait fait pas mal de buzz en montrant ses statistiques de routage qui étaient plutôt impressionnantes. Et je voyais plusieurs personnes en fait dire ouais c'est super et tout, moi aussi je veux en faire, etc. Et moi ça m'embêtait un peu parce que alors, je suis pas contre que les gens le fassent, mais au moins qu'ils le fassent pour une bonne raison et ils savent en fait à quoi ils s'exposent et comment en fait ils trouvent en fait les moyens pour atténuer en fait les conséquences de ce qu'ils font. Et moi, ce qui m'embêtait principalement, c'est que en fait, on se dit bon bah on va baisser nos frais parce que ça va en fait comment dire faire une incitation pour que les gens utilisent Lightning, etc. Et puis, voilà, c'est cool pour Lightning. Et moi, je dis bon bah ça, je suis pas trop d'accord parce que quand tu fais ça, en fait, les nœuds qui vont payer, ils doivent donc calculer la route à travers donc le réseau Lightning et ils utilisent les frais pour savoir où est-ce qu'ils vont envoyer leurs paiements. Et là, le problème avec ça, c'est que quand tu mets à zéro, bah tu vas tenter en fait les endroits où c'est le moins cher. Et les endroits où sont moins chers, c'est pas là où il y a forcément la bonne liquidité. Donc, tu peux t'exposer dans ces cas-là, en fait, à envoyer tes paiements à des endroits où, en fait, il n'y a pas la liquidité nécessaire. Donc, tu vas devoir réessayer, etc. Alors, quand tu vas devoir, c'est l'application qui va payer. Elle va devoir réessayer. Et ça va être une perte de temps, etc. C'est inefficace pour Lightning. Puis, au bout d'un moment, même, on va fail complètement le paiement. Donc, tu vois, ça déjà, j'étais pas je trouve pas que ce soit une très bonne idée de mettre à zéro les frais Lightning. Puis après, c'est que les gens, je suis pas sûr qu'il y ait toujours une bonne appréciation du risque euh, à être nœud de routage. Et mettre les frais à zéro, c'est un peu comme si on se disait bon bah après tout, moi ça c'est aucun risque, etc. C'est que tu bénéfices pour moi et donc tu prices pas du tout ton risque, alors qu'il y en a un qui existe vraiment. Moi, je me suis déjà fait claquer mon nœud Lightning alors que c'était au tout début et j'étais vraiment pas du tout conscient de ce qui était. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui en fait montent leur nœud Lightning et ils sont pas tout à fait en fait au bon niveau de connaissance de ce qu'est un nœud Lightning et ce que ça oblige un peu à faire. Un nœud de routage, hein, j'entends bien. Et donc, je trouve pas que ce soit une très bonne idée pour des personnes qui se disent vraiment en mode débutant, on va y aller avec les frais à zéro, puisqu'en plus, même si on a beaucoup de flux de routage, ça, en fait, à partir du moment où on va les augmenter, et ben en fait, on va les rediminuer. En fait, on va pas, c'est pas comme si on va être sélectionné par défaut parce qu'en fait, à un moment donné, on avait les frais de routage à zéro. Donc, je suis pas sûr que ce soit gagnant-gagnant en fait dans cette histoire-là, quoi.
Ouais, je Ouais, sais. ok. Merci John. Salut tout le monde. Ouais, moi je t'avais emmerdé sur Signal parce que je voulais faire l'avocat du diable en me disant finalement les gens on va les laisser faire ce qu'ils veulent. Et le problème c'était comme tu dis le risque est pas pris en compte, ça met des mauvais signaux sur le marché et comme on en a déjà parlé plein de fois, si Lightning peut pas être rentable d'un point de vue node routage hub, dans ce cas on va avoir des vrais soucis au long terme parce que ça va pas inciter les gens, ça va pouvoir scale à l'infini et donc finalement mettre les frais à zéro. C'est un vrai problème là-dessus. Mais moi, je me dis, bah, au pire, tout le monde met les frais qu'ils ont envie. Et en effet, s'il y a des vrais problèmes de sécurité, comme tu le dis, bah, les gens qui n'avaient pas prévu de l'argent, qui n'ont pas gagné de l'argent depuis leur routage, bah, ils vont se faire rect. Les gens vont apprendre de leurs erreurs. Ça va être douloureux. Et au bout d'un moment, on aura un marché beaucoup plus sain parce que tous ceux qui finalement mettaient les frais à zéro et qui truquaient le marché auront été éliminés. Et si jamais c'est pas le cas, ça veut dire qu'en fait, on a un problème et que le marché peut très bien tourner avec des frais zéro et des frais pas zéro. Donc je me dis toujours pourquoi est-ce qu'on laisse pas le marché faire? Et si en effet c'est une erreur, bah, les gens vont arrêter au bout d'un moment, naturellement. Tu Ouais, juste de remarque. Alors, je critique pas le fait de mettre sur certains de ces canaux des phrases zéro. Ma critique, ça se porte sur ceux qui mettent tous leurs canaux, tous les phrases zéro sur leurs canaux. Et ce que tu viens de dire, ça va un peu à l'encontre de en fait, de ton mantra d'éducation et d'apprentissage de Bitcoin. Moi, ma démarche, c'est de vous dire, voilà à quoi vous vous exposez. C'est pas une bonne idée, donc c'est un peu dans ta démarche d'apprentissage. Si derrière on se dit, bah tant pis pour eux, bah, enfin, autant, enfin, ne rien dire, tu vois, ne pas exposer les risques, bah, ça veut dire, en fait, ton travail d'apprentissage sur Bitcoin, par exemple, bah, il vaut rien. Voilà, c'est juste ma petite remarque. J'interdis pas les gens de le faire, hein. Les gens font ce qu'ils veulent, hein, encore une fois. vois. Oui, non, mais je comprends bien. Hein. C'est exactement comme tester vos backups, quoi. Si vous le faites pas un jour, vous allez vous faire avoir. Ok. Et est-ce que du coup, tu vois un intérêt à limiter, donc des fois, tu as des canaux privés sans frais entre potes, donc créer une sorte de communauté, créer des hubs avec zéro frais, et en même temps mettre des frais quand c'est des canaux qui sont publiquement annoncés, ou ce genre de détails. Varier entre zéro frais et des frais, est-ce que pour toi, du coup, ça a un sens logique? Comment tu le vois, ça, si on fait un hybride, on va dire? Un canal de paiement privé, il peut pas servir au routage parce que comme il est pas, en fait, il est pas connu des pires et donc peut pas servir à router tel quel. Ouais, mais Enfin, par exemple, mais du coup, ça serait un peu un mode payant. Enfin, donc tu mets des frais quand tu fais du routage classique. Par contre, si tu as des potes qui veulent passer par toi, tu les fais pas payer parce que tu crées des ouais, canaux non, privés mais à zéro coût. non, alors tu peux pas différencier. Tu peux pas en fait en fonction de la provenance. En fait, les frais ils sont dans le graphe public et les gens en fait ils savent à l'avance et tu peux pas toi dire que le paiement il vient de ton pote ou d'un mec que tu connais pas qui utilise par ton pote et donc tu peux pas faire ce genre de fonctionnement de sous-réseau privé ou alors faut qu'il soit purement privé mais c'est-à-dire que tu volontairement tu te coupes du réseau Lightning principal quoi. Ce qui est possible, hein. Mais du coup, t'as pas accès à. Enfin, t'as un seul cluster dans le réseau Lightning. Pourquoi pas, mais bon, ça limite un peu la raison de Lightning, hein. Ok, super. Ouais, merci pour les détails. Je me suis toujours posé la question. Mais du coup, John, finalement, ce que tu dis par rapport aux frais zéro, etc., est-ce que c'est pas un problème qui va se régler simplement avec le temps? C'est-à-dire au fur et à mesure, les notes qui sont pas productives, elles dégagent du réseau. Les notes qui sont productives, petit à petit, elles arrivent à remonter leurs fees et à se faire concurrence entre elles. Et finalement, est-ce que c'est pas juste une question de temps, quoi? Est-ce que c'est pas juste, enfin, je pense qu'on a tous cette réaction de se dire, je suis nouveau sur le réseau, je mets mes fees à zéro pour attirer du volume. Je comprends que ça marche pas. Est-ce que c'est pas un peu un rite de passage et dans 5 ans, ça sera oublié, quoi. Je sais pas, je suis un petit peu mitigé dans le sens où effectivement, actuellement, on a envie de tester et j'ai envie de dire, si tu as envie de tester, bah, tu as un réseau qui est sans risque, qui s'appelle le testnet et je pense qu'il faut plutôt amener les gens à apprendre sur le testnet. Après, enfin, il y aura toujours en fait se dire, oh là, je peux faire du yield sur Lightning, puis, enfin, on l'a toujours perçu comme ça et peut-être que dans quelques années, ce sera toujours la même manière. Et vu qu'en fait, techniquement parlant, enfin, la première marche de Lightning, elle est quand même assez faible avec des solutions qui sont bien faites, mais pas forcément pour faire un bon nœud de routage qui soit résilient dans le temps.
Donc, je sais pas. Je pense que dans 5 ans, on risque de s'exposer quand même à avoir ce genre de choses. Si en plus on croit fortement à Lightning, on va avoir plus de volume. Donc, potentiellement, on aura de plus en plus de personnes qui voudront s'intéresser, qui auront découvert dans 2 ans Lightning, par exemple, qui découvriront le Lightning dans 2 ans et ils voudront en être, quoi. Donc, ils vont se prendre un Raspberry Blitz, etc., qui sont, en fait, qui sont des bonnes solutions, mais qui sont pas forcément les meilleures solutions pour faire des nœuds de routage, quoi. Mais Même si ça a fait le job. ça va un petit peu de ce que disait Fanny, c'est toi, qu'il y a énormément de canaux qui sont pas utilisés. En fait, quand on prend l'ensemble du réseau, c'est une Mm. petite minorité qui route vraiment, c'est une très petite minorité qui sert, et une grande majorité qui est complètement inutile, où c'est juste des gens Mm. comme moi ou mes viewers qui ont ouvert des Mm. canaux à Umbrel, et Mm. finalement, il y a pas de trafic. Et donc, je me demande toujours si finalement les frais, c'est pas l'un des premiers facteurs qu'il faut changer pour réussir à amener plus de trafic ou pas. Outre la connexion avec le réseau et où sont tes channels, tu vois. Bah, c'est toujours un peu compliqué parce que Lightning, en fait, on a probablement trop de canaux publics et pas assez de canaux privés. Puisqu'en fait, quand on est marchand, en fait, on prend toujours l'automatisme de faire des canaux publics. C'est pas, enfin, comme ça que ça a vraiment été pensé, Lightning. Donc, on ouvre systématiquement des canaux publics. Même moi, enfin voilà, je commence à changer un peu de braquet, mais voilà, on a envie d'ouvrir des canaux publics. Donc, ouais, je sais pas. C'est un peu compliqué. Il y a encore une phase, je pense, d'apprentissage. Et comme la première marche, elle est quand même assez basse. Quand j'en parle, par exemple, avec Fabrice Drouin d'Async, lui, vraiment, qui a connu Lightning à sa genèse, Lightning s'était pas présenté du tout comme on le faisait, comme on le fait maintenant, quoi. Donc, je pense qu'il y a un bon équilibre entre avoir un réseau qui soit suffisamment résilient et suffisamment, comment dire, enfin, suffisamment distribué, on va dire. Il peut pas l'être trop parce que sinon on va avoir des problèmes d'efficacité du paiement. Mais qu'il faut qu'il soit suffisant pour que s'il y a un hub genre async qui tombe, bah, le réseau fonctionne toujours. Bon, ben, je pense que ça clôture bien le premier sujet. Et de toute façon, je pense que, enfin, comme l'a dit Roxy, c'est un peu une loi qui est présente un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une petite partie des nodes qui va faire la majorité du volume et la majeure partie des gens qui verront rien passer. Et à terme, je pense que tout ça va s'équilibrer. Euh, bon, du coup, deuxième sujet. Deuxième sujet qui, moi, me tenait à cœur particulièrement. Et une pierre deux coups. Parce qu'on va discuter de deux choses, de deux news un peu qui sont parues cette semaine. Euh, et donc, je vais vous présenter d'abord les deux news. Donc, la première, c'est un article d'opinion, ou je sais pas comment on peut appeler ça, de Faustine Fleuret, donc de l'ADAN, qui est paru dans la newsletter 21 Million de Grégory Raymond, d'ailleurs, qui est une super newsletter au passage, et qui ne mentionne pas une seule fois le mot Bitcoin. Et donc, moi, j'ai poussé un petit coup de gueule parce que, bon, c'est quand même dommage que l'association française qui soit spécialisée dans les cryptos ne mentionne pas le mot Bitcoin. Et je voulais mettre ça aujourd'hui en perspective avec ce qui se passe aux États-Unis, les Coin Center, les Texas Blockchain Initiative et toutes ces associations qui, elles, ben voilà, sont en train de faire des discussions au Congrès, qui ont des sénateurs qui achètent du Bitcoin. Et la dernière news, ça serait une proposition de loi pour que les paiements en Bitcoin qui visent à faire du commerce, donc qui seraient en dessous de 200 dollars de plus-value, soient exonérés de taxes. Alors en soi, c'est pas non plus une révolution, c'est pas du Bitcoin legal tender, mais ça permettrait, du moins temporairement, de booster un petit peu l'utilité de Bitcoin en tant que moyen de paiement. Et donc, je voulais mettre ça aujourd'hui en perspective, avoir un petit débat avec tout le monde. Et d'ailleurs, si les auditeurs veulent participer, n'hésitez pas en bas à gauche à demander la parole. Et donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, ça me, d'un côté, ça m'énerve quand je vois ce genre de choses. Ça me fait dire que voilà, on a une association en France qui défend pas du tout Bitcoin, qui préfère se focus sur des buzzwords, du métavers, des choses comme ça, et qui font en fait aucun effort au niveau gouvernemental pour mettre en avant Bitcoin.
Et en parallèle avec les États-Unis, eux, ils commencent vraiment à comprendre ce qui se passe et ils ont des gens qui se battent pour le Bitcoin. Après, il y a quand même... Ah, vous m'entendez? Non. Si on t'entend, mais je crois qu'on a Ah, perdu. ok. Je voyais pas la petite animation dès que j'ai parlé. C'est bizarre. Ouais, j'allais dire, après, il y a une grosse différence de taille et de mentalité entre la France et les États-Unis. Enfin, surtout au niveau de la mentalité, enfin, c'est pas du tout pareil là-bas. Bah, moi, je pense que c'est une question de souveraineté. Eux, ils savent qu'ils peuvent se faire plein de thunes et regagner leur liberté avec Bitcoin. Ils n'ont pas peur de l'assumer, ils n'ont pas peur de miner, ils n'ont pas peur d'y aller. Alors qu'en France, je pense que l'ADA, là, ils le font parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas mettre Bitcoin. Les politiciens, ils veulent pas entendre parler de Bitcoin. La France ne veut pas entendre parler de Bitcoin. Ils veulent mettre le euro numérique. À partir du moment où c'est leur point de vue, l'ADA se plie un petit peu au système et se dit, bon, bah, nous, on va faire du lobby en contournant l'éléphant dans la pièce. Alors, je suis d'accord que Guillaume et moi, ça nous énerve absolument qu'ils fassent ça, et je dirais direct en mode, mais c'est Bitcoin. Mais je pense qu'ils contournent le sujet tout simplement. Et aux États-Unis, ils le contournent pas parce qu'ils ont bien compris que c'était Bitcoin qui prenait la majorité du marché, que les gros fonds d'investissement, ils n'allaient pas aller investir dans la nouvelle crypto, ils allaient investir dans Bitcoin, que ça remplace l'or et que ça a vraiment pris une place cruciale aujourd'hui dans la discussion aux US. En France, on n'a juste pas cette place dans la discussion et je pense qu'ils en veulent pas. Donc l'ADA se plie à cette réalité qui est on va laisser passer la vague du Bitcoin et on verra qu'est-ce qui nous reste. La DAN, désolé. Et ce qui nous reste avec les NFT, le métaverse, la crypto et tout ce qui pollue pas. Enfin, comme on en parle chaque semaine. Mais en effet. Et par rapport au deuxième sujet, si je peux me permettre, les taxes, bah, c'est super. Hein, c'est déjà ce qu'on a, je pense, en Allemagne et dans d'autres pays en Europe. Ça, bizarrement, nous, on l'a déjà, cet affranchissement de la taxe pour les paiements. En France, on l'a pas, mais dans d'autres pays européens, on l'a. Moi, je pense que c'est super aux US, surtout quand tu vois que toutes les grandes enseignes américaines, comme ils sont au Salvador, ils ont déjà une acceptation de Bitcoin, genre ils savent déjà comment accepter Bitcoin, ils ont déjà commencé, je parle de Subway, je parle de McDonald's, je passe de Claro, enfin bref, vous les connaissez si vous suivez un petit peu l'écosystème. Bah, finalement, le dernier frein qui reste, la population a déjà du Bitcoin là-bas, ils savent déjà comment ça marche, le dernier frein c'est légal, c'est juridique, c'est fiscal, tu vois. Si jamais ils font passer cette loi, d'un coup c'est leur porte ouverte pour se dire, ok, vous pouvez tous payer en Bitcoin chez nous. Probablement vous le ferez pas, mais au moins si vous le faites, nous on se goinfre dans la valeur la plus dure qui est Bitcoin et vous payez pas de taxes. Donc pour moi ça va être poussé par le lobby. Ça me paraît logique qu'ils essaient de faire ça. C'est possible que ça passe. Tu vois, la semaine dernière on se disait legal tender, moi je te disais que ça passerait pas. Ça pour moi ça peut carrément passer. Enfin je sais pas, c'est mon point de vue, mais en tout cas je suis très bullish par rapport aux US, absolument bearish par rapport à l'Europe et encore plus la France. Mais ça change pas. Je veux dire, ça fait un an que je dis ça. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Et si vous voulez parler, encore une fois, en bas à gauche. Lounès, t'as quelque chose à dire? Pas pour l'instant. Je suis assez d'accord avec tout ce tout ce qu'a dit Roxy. Ouais. Ouais, je pense que en vrai, c'est ça. Je pense que t'as ciblé vraiment ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est qu'ils s'y prennent étape par étape. C'est-à-dire que c'est un peu naïf de penser que demain, du jour au lendemain, les États-Unis vont adopter Bitcoin en tant que legal tender. Et donc, ouais, je pense que c'est exactement ce genre de première étape qui fait que voilà, on commence à rentrer un pied dans l'espace Bitcoin et ça fait que petit à petit, les gens se rendent compte que ben voilà, c'est super. Et je pense effectivement que ce genre de loi a beaucoup plus de chances de passer. Surtout, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu lier ces deux sujets, c'est que cette proposition de loi, elle est propulsée, elle est mise en avant par les diverses associations comme Coin Center, etc., qui vont en fait, qui ont des contacts avec les sénateurs, avec les représentants des différentes chambres de commerce, etc., et qui mettent ça en avant en fait. C'est-à-dire que euh, malgré tout ce qu'on peut penser, que ces associations représentent pas forcément Bitcoin, bah, elles représentent malgré tout, dans la réalité, la communauté crypto au sens large. Et donc, bah, quand les sénateurs, etc., ils entendent ça, ils sont en communication avec ces personnes, et qu'on leur met en avant ce besoin de faire avancer les choses par rapport au Bitcoin, eh ben, ils réagissent, et ils réagissent plutôt dans le positif jusqu'à présent. Et c'est ce qui manque véritablement en France. Moi, c'est ce qui m'embête, c'est que on se concentre sur
accréditer des exchanges, on se concentre sur comment mieux KYC les gens. Par contre, et je pense que c'est la raison pour laquelle on est tous là aujourd'hui, c'est que nous, on aime tous Bitcoin, on aime tous la décentralisation, la liberté, et à ce niveau-là, il n'y a rien qui est proposé en France. Et c'est dommage parce qu'il y a cette division entre véritablement la communauté, nous, qui souhaitons en fait voir ce qui se passe aux États-Unis arriver en France, parce qu'on comprend ce qui est en train de se passer. Et d'un autre côté, on a ces associations qui sont totalement déconnectées finalement de ce qui se passe, et c'est dommage. Roxy, tu voulais ajouter quelque Ouais. chose? Ouais, je suis d'accord avec toi et je pensais également, faut le voir aussi d'un point de vue éducationnel, la différence d'impact que les podcasteurs ont en France et à l'étranger, c'est impressionnant. Je veux dire, en France, on est le premier podcast français et on a 100 personnes. Enfin, merci beaucoup d'être là. Là-bas aux US, ils ont Preston Pitch, ils ont des mecs comme Nick Carter, des mecs qui toutes les semaines vont aller red pill des sénateurs, comme tu le dis, des politiciens, des gros hedge funds. Et derrière, ces mecs, ils investissent, ils comprennent, ils commencent à faire du lobby. Genre, je trouve vraiment que leur soft power éducationnel Bitcoin en anglais, hein, en anglophone, est juste impressionnant. Je veux dire, Preston Pitch, ça paraît anodin comme ça, mais ce mec, c'est We Study Billionaires. C'est le premier podcast d'investissement au monde, je pense, ou du moins américain. Et il a un show tous les jeudis sur Bitcoin et il va inviter des sénateurs à parler de Bitcoin. C'est une force de frappe qui est colossale. Et c'est quelque chose que juste on n'a pas du tout en France ou même si même le francophone, c'est je sais pas combien de millions de personnes, c'est des centaines de millions de personnes et on n'a pas ça. Bref, mais c'est toujours le même souci que je sais pas, peut-être que l'argent est trop tabou pour nous, du coup c'est pas la même norme, la même mentalité que les Américains quand ils voient le minage, ils se disent putain c'est super, on va se faire des couilles en or quoi. Vas-y FX, je t'ai donné la parole, Thor, tu peux y aller. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est la première fois que je suis sur Yes, un... nickel, c'est parfait. Parfaitement. Oui, écoutez, moi je donne un petit témoignage puisque j'ai fait partie des cofondateurs de l'ADAN là, avec ARC. Donc c'est intéressant d'avoir suivi ça en fait, c'est que on était une dizaine de cofondateurs, en gros des acteurs français pour lancer l'ADAN, avec l'idée quand même de se dire, bah voilà, avant on avait quelques têtes de pont qui parlaient à droite à gauche au Sénat, on va parler d'une seule voix pour essayer d'avoir un impact important et de pouvoir faire pression sur une discussion à Bercy, hein, pour faire simple, parce que les banques en gros se retrouvent aussi tout à Bercy, voilà. Donc ça, c'était ça. Et puis, on a pas mal travaillé sur différents sujets. Alors, je peux vous dire qu'à la fin, il y avait 2 sujets par mois, des textes sur lesquels il fallait réagir, des textes, des propositions qu'on filait à Bercy qui mettaient dans le tube quelque chose ou je sais pas quoi, la loi Pacte, enfin bref, tout un tas de choses. Et en fait, à un moment, j'ai commencé à comprendre, pour être honnête. Ça a été fin 2020. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu je crois que c'est le 9 décembre 2020, Bercy a fait 2 décrets qui ont surpris tout le monde, qui étaient très négatifs sur l'utilisation des cryptos, sur la fiscalité, etc. Et alors c'était très intéressant cet épisode puisque dans l'ADAN, je crois que de mémoire, le décret est sorti le lundi et le vendredi, genre vendredi après-midi ou matin, on reçoit une notification de Bercy en disant bah regardez, on va sortir un décret, vous avez une demi-journée pour pour donner vos commentaires, etc. Ce qu'on a fait très très vite. Évidemment, on a envoyé ça avec en disant bah écoutez, ça n'a pas trop marché vos histoires, ça a mal, voilà, c'est pas très utile. Évidemment, ils en ont tenu aucun compte et ils ont sorti ça. Et il y a eu une réaction, c'est-à-dire qu'en gros, sur les réseaux sociaux, il y a eu une réaction en disant oh là, qu'est-ce que c'est que ça, le gouvernement français, voilà, c'était le gros bad buzz. Et il s'est passé une chose assez incroyable, c'est que Bercy a une cellule un peu communication qui fait un peu la gestion de risque, et ils ont appelé tous les youtubeurs et influenceurs, hacheurs, cryptomatrix, etc. au téléphone en disant mais dis donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on propose? Enfin, qu'est-ce que vous voulez proposer à la place? Alors là, j'avais réagi un peu vertement en disant attendez, euh, juste quelques jours avant, vous nous demandez à l'association qu'est-ce qu'on en pense, vous mettez ça aux toilettes et parce que vous avez le bad buzz, bah du coup vous commencez à dire oula, attention, on va essayer de faire des choses qui vont répondre à des demandes. Et ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, en France, c'est juste le rapport de force. Faut oublier les histoires de oui, il faut parler, etc. Faut être gentil. Et, euh, et donc, ça a un petit peu changé. On a eu une élection au sein de l'ADAN
Je me suis proposé d'ailleurs pour être président et sur une ligne carrément offensive en disant, bah, écoutez, on va faire simple. On va être très offensif, on va récupérer tous les influenceurs et on va leur filer des messages pour dire, bah voilà, on veut ça, etc. On va simplifier la vie, on va éviter de trop travailler, on va faire ça. Bon, évidemment, j'ai eu qu'une seule voix, la mienne. Donc ça n'a pas marché, c'est Faustine Fleuret qui a gagné. Voilà, elle était plus dans le consensus, etc. Mais voilà, je pense qu'on est trop dans le consensus, trop dans l'idée qu'en parlant suffisamment, en communiquant, là où les Américains, c'est ce que disait Roxy juste avant, hein, ils tapent très fort. Tu vois, Asher pourrait faire la même chose, hein, ou Cryptomatrix pourrait faire la même chose, taper très fort contre le gouvernement et ça marcherait aussi bien. Hein, mais on le fait pas, mais on n'ose pas être derrière et voilà. Et je pense qu'on en est là. Alors j'ai été très long. Mais je pense qu'il faut, si on veut que ça avance, il faut vraiment que les influenceurs prennent en main les choses et que en plus les industriels se regroupent derrière. Après, là-dedans, oui, voilà, ça continuera d'exister, mais je pense que ça n'a aucune influence et ça a été démontré pour ça. Voilà. Bon, bah, franchement, merci beaucoup pour le retour d'expérience. Je te cache pas, moi, personnellement, ça me fait beaucoup de bien d'entendre ça. Je regrette que du coup, t'aies pas eu plus de voix, mais c'est fascinant d'entendre un petit peu ce qui se passe en interne dans ce genre d'association, et je pense que tu as totalement raison. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème d'approche, et je pense que la stratégie du consensus, ça ne marchera jamais, en fait, parce que la nature même de Bitcoin, c'est une nature plutôt offensive. Alors oui, c'est vrai que si on veut défiscaliser les NFT, peut-être qu'il faut plus tendre l'oreille au gouvernement. Par contre, si on veut faire avancer les choses en termes de... Parce que véritablement, ce dont on parle là, c'est de la politique monétaire, c'est de la liberté, c'est des sujets qui sont beaucoup plus sérieux. Et je vois pas comment on peut faire avancer les choses de cette manière-là. Si je peux faire un petit parallèle historique, toutes les plus grandes avancées en termes de progrès qui ont été faits dans le passé, en fait, bah, il y avait non seulement énormément de support de la part de la population, et je pense qu'aujourd'hui, pour le Bitcoin, pour la crypto, du moins chez les jeunes, le support il est là, et il y avait aussi une volonté d'aller à l'offensive en fait. C'est-à-dire que c'est pas en demandant gentiment s'il vous plaît à papa Bruno, hein, Bruno le crack, salut si tu nous écoutes, qu'on va faire avancer les choses. Je sais pas si je vois que Fanny nous a rejoint, etc. Je sais pas si les autres voulaient un petit peu commenter ça et puis on passera au dernier sujet. Yes, moi je viens d'arriver juste à temps pour entendre FX. Je trouve ça vachement intéressant moi aussi d'avoir euh, ce côté du miroir. Rien de plus à ajouter, je pense qu'on est globalement tous d'accord de toute façon sur le sujet. Et et je sais pas quelle est, à vrai dire, je suis d'accord sur les problèmes, je sais pas quelle est la marche à suivre maintenant parce que comme tout le problème pour moi du côté offensif dont on parle là depuis quelque temps, c'est le risque qu'il y a toujours de voir dans l'imaginaire collectif, en tout cas notamment des personnes qui sont un peu extérieures à l'écosystème, d'avoir l'impression qu'il y a un lobby ou comment dire une voie du Bitcoin sur laquelle on peut taper ou à laquelle on peut s'adresser. C'est vraiment pour moi le risque du côté agressif, qui est que voilà, il y a quelques personnes ou quelques entités qui vont devenir de facto des porte-parole en France. Mais d'un autre côté, c'est vrai que si on fait pas ça, ben ouais, voilà, autant, enfin voilà, on fait rien quoi, en fait, si on fait pas ça. Carrément, carrément, carrément. Bon, bah, les amis, écoutez, on va passer au troisième sujet. Sujet un petit peu plus léger, mais qui est quand même vachement intéressant. C'est Kraken, du coup, l'exchange que vous connaissez tous, je pense, qui a annoncé l'implémentation du Proof of Reserve, donc le POR. Pour ceux qui suivent un peu crypto Twitter depuis quelques années, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. Ça a été mis beaucoup en avant par Nick Carter à l'époque. Et pour vous donner un petit peu de contexte, donc vous le savez, hein, on vous dit toujours de pas laisser vos bitcoins sur des exchanges parce qu'ils sont véritablement pas à vous. Et les exchanges ont la possibilité, s'ils le veulent,
de faire du fractional reserve, c'est-à-dire qu'ils pourraient très bien vous dire que vous avez 1000 bitcoins, mais en fait, eux, dans leur propre coffre, ils auraient que 500 bitcoins. Et comme c'est finalement qu'un chiffre sur un écran quand vous êtes sur l'exchange, ils pourraient très bien mentir et donc ça pourrait mener à des très gros problèmes. Et je pense d'ailleurs que c'est un des vecteurs d'attaque contre Bitcoin aujourd'hui qui est le plus probable parce que on va dire que les exchanges centralisés ont la plus grande propensité à être corrompus de l'intérieur. Et donc le proof of reserve, c'est quoi? Pour faire très simple, c'est la possibilité d'un exchange de prouver à ses utilisateurs que finalement ils possèdent bien ces bitcoins. Et donc on va faire ça de manière cryptographique en disant voilà, on vous montre que on possède X nombre de bitcoins et que donc finalement ces bitcoins qui sont chez nous, ils existent vraiment et voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense que c'est super. Je pense qu'on attendait ça depuis longtemps. Ça change pas le fait que laisser ses bitcoins sur un exchange, c'est super risqué, mais c'est mieux que rien. Lounès, tu veux intervenir? Ouais, mon interrogation, c'est cette proof of reserve, elle permet de savoir combien de bitcoins à l'exchange, mais pas forcément de savoir combien de bitcoins sont sur l'exchange. Il pourrait très bien dire, regardez, on a bel et bien 10 000 bitcoins, alors qu'en fait, si on additionne tous les comptes des clients, ça en fait 15 000, tu vois. À moins que je me trompe, mais on n'a pas trop moyen de. Enfin, on n'a pas de d'œil sur la base de données des clients, quoi. Alors ouais, c'est vrai que c'est la raison pour laquelle le proof of reserve a mis autant de temps à être mis en place, parce que tu as totalement raison. Du côté on-chain, suffit juste de dire voilà, de signer une transaction Bitcoin, de dire voilà, c'est l'adresse Bitcoin, ils sont là, ils existent. Donc du côté exchange, c'est super facile à prouver. Effectivement, le problème c'est prouver du côté client que il y a bien ce match entre les deux. Mais de ce que je comprends, c'est de manière cryptographique que c'est prouvé, mais c'est aussi avec l'aide de cabinets d'audit, etc., qui sont là, eux, pour vérifier tout ça. Donc, ça réduit un petit peu ce risque de triche. Après, je sais pas, et c'est dommage qu'il n'y ait pas de John, peut-être pour nous expliquer un petit peu mieux comment ça marche le pour réserve, mais je pense que c'est un premier pas assez positif. Ouais, Ouais, alors ouais, vas-y. ils ont l'article, hein, il y a un peu les détails de comment le faire. Et en fait, l'idée pour l'utilisateur, c'est vraiment d'aller sur son compte Kraken et après d'aller sous sa sous-balance et dans les options faire je veux vérifier qu'il y a la quantité. Et en fait, c'est toi qui demandes sur ton interface utilisateur le droit d'audit. Et là, ça va récupérer les infos sur un arbre de Merkel, de ce que j'ai compris, un peu plus bas, qui a été du coup audité et validé par ces agences tiers, qui confirment qu'en effet, sur ton sous-compte à toi, donc le sous-compte de Roxy qui est tac tac tac, tu as bien ces bitcoins qui sont bloqués. Et en fait, c'est en agrégant tous ces sous-comptes avec un tiers de confiance qui valide, qu'ils ont réussi à remonter la quantité totale que l'échange doit avoir. Et donc, chaque personne peut indépendamment vérifier que sur son compte, il y a bien les bitcoins. Du moins, c'est ce que j'ai compris de l'article. Après, j'avoue que j'aurais bien aimé que John soit là également. S'il y a un expert parmi vous dans l'audience, n'hésitez pas à venir nous expliquer plus en détail. Mais en tout cas, c'est top de voir qu'ils l'ont enfin fait. C'était quelque chose qu'on avait souvent en discussion entre nous en se disant, enfin, le fractionnel réserve, littéralement, ne devrait pas être possible avec Bitcoin. Et avoir des entités qui respectent bien ça et qui font du proof of reserve peut empêcher ces faux bitcoins de circuler, un peu comme on critique avec le Shiba Wallet ou avec plein d'autres choses. Fanny, vas-y. Yes, merci. Déjà, moi, j'ai compris comme toi, Roxy, hein, donc je pense que c'est à peu près ça l'idée. Après, il y a peut-être des nuances Fanny, qu'on n'a pas bien. Ouais. je vous coupe, excuse-moi. Est-ce qu'il y a un de vous qui pourrait mettre un lien vers le proof of reserve de Kraken ou le white paper de Nick Carter? Parce que moi, j'ai très peur de quitter l'interface des spaces pour pas que ça bug. Voilà, c'est bon, désolé. T'inquiète. Yes. Mais justement, j'écoutais un épisode de Vlad Costea. Enfin, donc c'est The Bitcoin Takeover, qui est le podcast de Vlad Costea, et qu'il avait enregistré en décembre et où il parlait justement des proof of reserve. Et ce qui est intéressant, c'est pour donner un exemple et expliquer aussi que
comment dire, c'est un peu un spectre. Par exemple, sur Quadriga, qui était un exchange québécois, enfin canadien, et qui a fait un exit scam du feu de Dieu il y a un an peut-être, un truc comme ça. Bah, quand tu regardais les petites lignes sur leur TOS, donc le contrat, quoi. En gros, il disait que ce que tu achetais sur Quadriga, c'était des Quadriga Bucks, et que les Quadriga Bucks étaient convertis en Bitcoin avec un ratio 1 pour 1 lors du retrait. Donc c'était vraiment marqué en petites lignes sur le truc que tu n'achetais pas du Bitcoin, tu achetais leur truc sur leur tableau Excel, et que par contre, voilà, si tu voulais vraiment récupérer du Bitcoin, il fallait que tu retires. Et là, effectivement, avec Kraken, on a une garantie quand même un peu supplémentaire, mais je persiste à dire que les proof of reserve, je pense, ont leurs limites quand même, et que voilà, on reste quand même sur l'adage note sur keys, note sur Bitcoin, et je dis ça parce qu'il y a un peu, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a de plus en plus de nouveaux arrivants qui ont l'impression que peut-être que leurs coins sont plus en sécurité sur un exchange qui a une sécurité, qui a une team dédiée à la sécurité, etc. En mettant tout et fake de votre côté, ça doit être bon. En fait, ça dépend vachement par rapport à quel risque vous essayez de vous protéger. Et alors peut-être que par rapport à un risque de purement sécurité sur le protocole Bitcoin du point de vue de ne pas se faire voler ses fonds, ma foi, je suis pas sûr, mais ça s'entend. Mais vraiment sur le côté être sûr d'avoir bel et bien des Bitcoins, là il n'y a pas photo. Le seul moyen d'en être sûr, c'est de faire un withdraw et de récupérer les coins sur votre wallet. Et j'irai même plus loin, c'est de récupérer des coins sur votre wallet qui est connecté à votre nœud à vous ou à un nœud que vous connaissez. Parce que si vous allez être connecté au nœud de quelqu'un d'autre, par exemple au nœud Bitcoin de Kraken, Kraken peut encore une fois vous mentir et vous dire qu'il vous envoie des Bitcoins alors que c'est pas vrai. Donc il y a vraiment, voilà, c'est pour dire le vrai proof of reserve, c'est le withdraw. Ce que tu viens de dire, ça va faire peur à 99% des nouveaux utilisateurs. Et c'est bien le problème. C'est que commencer à dire à quelqu'un t'écris 24 mots, déjà, il te prend pour un malade. Une fois que t'as expliqué 3 fois, il comprend. Maintenant, lui dire, en plus de ça, tu dois avoir ton nœud, avant même qu'il ait des bitcoins, c'est impossible. C'est littéralement impossible, c'est inimaginable. J'ai essayé 1 milliard de fois, ça marche pas. Donc, en fait, c'est une simplicité absolue de dire laisser les coins sur les échanges. C'est bien ça le problème. Donc moi je suis là, on est toujours retiré vos coins des exchanges, hein. Mais la réalité c'est que le gars lambda, il a envie d'avoir un mot de passe pour son compte et pas 24 mots, ce qui est le gros erreur d'ailleurs d'une grande partie des cryptos, enfin des altcoins et des exchanges un peu casino où les gens se font hacker facilement, vous savez. Et derrière, même quand ils utilisent Bitcoin, tu peux pas leur demander trop. Mais je suis d'accord que c'est la meilleure des solutions. C'est un peu le contrepartie qui doit être dit assez régulièrement, c'est que ça demande des efforts quand même d'avoir sa vie privée, de sa souveraineté absolue et de bien faire les choses. Enfin bon. Ethics, on t'a redonné la parole, donc je me permets de te remettre speaker. Oui, juste peut-être pour préciser 2-3 trucs sur comment ça marche pour Proof of Reserve. Je pense qu'il faut remettre ça dans le contexte de Tether, où Tether, souvent, on a toujours tous les, 6 mois, 1 an, une espèce de drama sur le fait est-ce qu'ils ont bien assez de dollars qu'ils ont émis sur la blockchain, enfin ces différentes blockchains en USDT, et donc en fait ils font un peu de preuve de transparence, etc., mais c'est jamais vraiment sûr. Ce qui fait que du coup voilà, il y a pas mal de personnes dont Nick Carter qui ont essayé de réfléchir sur comment mettre ça comment un petit peu améliorer. Donc en fait, le proof of reserve chez Kraken, c'est un peu la même chose que ce qu'on fait d'habitude quand on fait un audit. En gros, il y a des gens qui viennent voir, qui viennent dans l'entreprise, qui sont spécialisés dans ça. Ils vont regarder tous les comptes que vous avez ouverts sur Kraken là, et ils vont faire en gros une empreinte de votre compte et de tous les comptes, et ils vont regarder avec la somme de tous les bitcoins qui sont contenus à un temps T. Ils vont regarder qu'est-ce que vous avez, vous, de votre côté, sur la blockchain, sur Bitcoin. Et puis, du coup, ils vont regarder, ils vont compter, ils vont dire, voilà, il y a 157 000 Bitcoins d'un côté, 157 000 Bitcoins de l'autre, c'est bien. Et derrière, ils vont construire l'arbre de Merkle de toutes les empreintes de tous vos comptes, et ils vont publier sur le site, en gros, le route Merkle, en gros, votre système. Et vous, avec votre compte, ils vont vous dire, écoutez, regardez,
vous avez été bien pris en compte dans l'audit, puisque regardez, on vous fournit la preuve, un peu comme les preuves que fait Goulit, par exemple. C'est des preuves sur l'arbre de Merkel. Donc le chemin de l'arbre de Merkel qui correspond à votre compte, et vous allez pouvoir vérifier que en fait, au cours de cet audit-là, votre compte a bien été pris en compte. Et ce qui fait que, en gros, si éventuellement il y a quelqu'un qui lève la main et qui dit, écoutez, regardez, moi j'ai une empreinte, ma preuve elle additionne pas et je peux publier cette preuve et tout le monde peut vérifier. Là, on pourra dire, en effet, le DIT n'est pas valide. Donc en fait, c'est un petit peu ça. Il faut que ça donne la possibilité éventuellement à quelqu'un de lever la main et de prouver que en fait, il y a quelque chose qui s'est mal passé au niveau de l'audit. Voilà, pour faire simple. Ok, merci. Et c'est fait tous les combien de temps ça? Parce que je suppose que les soldes changent, Tous les 6 mois. changent. Ouais, mais les soldes ils changent perpétuellement. Du coup, quand Ouais. tu demandes sur ton compte à faire la vérification, il te dit exactement de quand elle date. Tu vois. Ouais, exactement. En fait, c'est tous les Ok. 6 mois et donc ils te garantissent que à telle date, tu avais tant et voici la preuve que ça fait partie d'audit. Ok, d'accord. Bah, super. Merci. Ouais, super, merci. Moi, je pense que c'est inévitable que si on va vers une full bitcoinisation, tous les échanges sérieux qui veulent rester devront faire ça. Enfin, c'est une preuve de confiance qui va être demandée par l'utilisateur si c'est une vraie société Bitcoin. Enfin, je vois mal comment une société Bitcoin ne peut pas faire ça si elle a déjà l'audace de faire du custodial pour ses clients. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais Totalement. Mais de toute façon, c'est pour ça que la concurrence, c'est toujours une bonne chose. Parce que aujourd'hui, grâce à Kraken, je pense qu'il y a d'autres entreprises qui vont suivre. Mais ça veut dire que d'ici quelques années, un exchange qui n'a pas le proof of reserve, immédiatement, ça vaudra un petit peu une sorte de suspicion. C'est-à-dire, voilà, c'est tellement, je vais pas dire facile à mettre en place, mais pourquoi ils l'ont pas fait? Et donc, voilà, même si on l'a dit déjà 1000 fois, laissez pas vos bitcoins sur les exchanges, etc. Ça sera toujours le choix d'un utilisateur, je pense, de préférer un exchange qui offre cette transparence. Faut savoir qu'en plus, ça c'est fait volontairement, c'est-à-dire que c'est Kraken qui a choisi de le faire. C'est pas requis aujourd'hui par la loi, et donc c'est aussi une bonne chose de voir que d'une certaine manière, les entreprises crypto peuvent montrer qu'elles sont capables de se réguler elles-mêmes. Et ça, je pense, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est ça aussi le libre marché, c'est-à-dire que on parle toujours de la SEC ou de l'AMF qui sont là pour protéger, et j'insiste avec des guillemets, protéger les utilisateurs, protéger les investisseurs. Mais finalement, les investisseurs déjà, ils peuvent se protéger eux-mêmes, mais ensuite, c'est les entreprises aussi qui, de leur propre volonté, peuvent mettre en place ce genre de choses qui rajoutent de la transparence. Et je pense que c'est un point positif pour l'écosystème. ouais, tu vois, pour moi, ils se protègent eux plus que nous. Tu vois, les US qui refusent un ETF spot Bitcoin, c'est pas pour aider la population. Enfin, pour moi, leur régulation, elle va plus de leur côté que du côté de l'utilisateur lambda qui veut des bitcoins. Mais en effet, t'as raison. Carrément. Et puis de toute façon, bon, voilà, l'ETF Bitcoin, on sait tous que c'est pour des raisons politiques et que ça n'a rien à voir. Enfin bon, c'est un sujet qu'on pourra aborder une autre fois. J'en profite du coup pour dire que voilà, le replay sera sur la chaîne YouTube de Roxy, donc Découvre Bitcoin. Et nous, on est présents tous les dimanches à 18h, avec aussi John Unchained qui a dû partir, mais on est toujours là, tous les cinq mousquetaires, toujours prêts à vous récapituler l'actualité. Donc voilà, je sais pas si vous avez envie de lâcher un petit mot de la fin, et sinon on va se quitter tous ensemble. Ouais, moi je vais lâcher un truc. En fait, on a dû choisir, pour que tout le monde sache, qu'on essaie de garder ça sur 30 minutes, 1 heure, et on fait 3 sujets. Et cette semaine, il y a eu plein de sujets. Et parmi les sujets qu'on n'a pas pu exploiter, mais que j'ai envie quand même d'en parler 1 minute ou mettre des liens dans la description pour aller plus loin, il y a les Canadiens. Vous savez, il y a GoFundMe qui a bloqué plus de 9 millions
aux manifestants. Alors peu importe qu'on soit pour ou contre le mouvement, ça c'est une autre question. Là c'est plus, est-ce qu'une société, parce que le gouvernement le demande, peut freeze 9 millions, pas rembourser les fonds ou sinon les disperser ailleurs? Grosso modo, on en revient toujours à la même question, c'est de la censure monétaire, c'est des sanctions, alors qu'avec Bitcoin c'est pas le cas. Donc aujourd'hui il y a une levée de fonds Bitcoin qui a été mise en place, ils sont déjà à 3 Bitcoins. Grosso modo c'est super intéressant. Ils sont à 5 bitcoins. Il y a une 5, il y a un donation de mec qui a donné 2 Bitcoins d'un coup? Ok. Ouais, il y a 5 bitcoins. Ouais. Ouais, Voilà. c'est moi. Donc voilà, c'est pour dire encore une fois que quand il y a des manifestations, que ça lève de fonds, que ça va à l'encontre du gouvernement et qui décide d'attaquer, et ben on se retrouve toujours avec la même chose qu'à vous dire, c'est que Bitcoin ils peuvent pas l'arrêter, ils peuvent pas annuler une transaction, ils peuvent pas bloquer les fonds. Il y a beaucoup de mes viewers qui ont dit mais si, comment ils vont faire pour rechanger leur euro, enfin en dollars canadiens, ou ils pourront pas faire des échanges, c'est pas légal dans le pays. Réalistiquement, quand c'est une révolution, les mecs ils vont pas demander l'autorisation pour aller payer le café en Bitcoin. Mais voilà, donc ça c'était la première news que vous devriez suivre. La Russie continue à parler de Bitcoin, donc on va se calmer là-dessus. Et il y avait quoi d'autre comme un petit info sympa? Il y avait bon, bref, ce sera dans la description pour tout le monde. Voilà, sachez qu'on ne peut pas parler de tout ce qui se passe, il y a trop de choses sur Bitcoin, mais GoFundMe c'était assez important et on n'a pas eu le temps d'en parler. Mais du coup, Roxy, je croyais qu'il se passait rien sur Bitcoin, que c'était le boomer coin. Ah, mais c'est le boomer coin, hein. C'est juste 21 millions, il y a rien d'autre, il y a pas de fonctionnalité. T'as oublié ça? Ok, bon, ben voilà, n'hésitez pas du coup à aller check les liens en description. Merci encore une fois à FX d'être venu pour nous éclairer, vraiment super cool. Et puis voilà, du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h sur Twitter. Et voilà, bisous à tous, ciao. Salut, bisous tout le monde, likez, abonnez-vous, partagez, vous savez. Au revoir, merci. Et merci au Patreon. Et l'association 4 est une fraude. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!